On parle souvent de réussite, de success stories, de chiffres. Pourtant, derrière chaque empire, il y a des échecs, des doutes, des chutes. Entreprendre est à la fois une opportunité, un défi immense. Alors, peut-on vraiment transformer ces échecs en empire? Et surtout, à quel prix? Bienvenue dans ce numéro de Sans Tabou, une émission diffusée sur NCA, votre nouvelle chaîne africaine, disponible sur le bouquet Canal+ Afrique, canal 573, et en France sur le bouquet Free, canal 426. Aujourd'hui, la question est de savoir comment transformer ces échecs en empire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau des femmes qui touchent du doigt cette réalité, qui ont traversé des défis, des échecs et qui ont réussi à se reconstruire. À mes côtés, Linda Tchatchoua, entrepreneure camerounaise, fondatrice du groupe Samal. Je rappelle que vous êtes donc partie des États-Unis où vous étiez installée et vous avez choisi de bâtir votre empire au Cameroun. Aujourd'hui, vous exercez dans plusieurs secteurs, le transit, la logistique, la beauté et le design intérieur. Bienvenue. Merci Karine pour l'invitation. Et je reçois à vos côtés Eleanor Moncam. Je rappelle que vous êtes experte comptable, commissaire aux comptes, président du parti politique La Diaspora et les Sans-Voix. Vous accompagnez les entrepreneurs dans la structuration, la solidité de leurs projets. Vous êtes sans doute la mieux placée pour parler de financement, le nerf de la guerre. Bienvenue. Merci Karine. Alors, si j'ai choisi de vous inviter aujourd'hui, c'est pour parler clairement d'un sujet qui fâche. On ne peut pas parler entrepreneuriat sans parler des échecs. Et ça tombe bien, vous êtes toutes les deux des femmes, vous avez entrepris, quand on est experte comptable. Il faut en tout cas créer sa société. Je voudrais savoir si on peut considérer que l'échec, c'est une honte ou alors le point de départ du succès. Et je vais commencer par vous, Linda. Pour moi, l'échec, c'est le point de départ du succès pour certaines personnes. Il faut passer par l'échec, souvent, pas tout le temps, pour avoir le bon chemin. Donc, oui, l'échec, on en parle très peu. On met beaucoup de filtres sur l'échec. Les gens vous parleront beaucoup plus de la réussite, mais ils mettront de côté l'échec. Mais pour pouvoir accompagner la génération qui vient après nous, je pense que chaque personne qui a eu un échec devrait pouvoir en parler. Parce que l'échec fait partie du succès. Ça, c'est mon point de vue. Moi, l'échec fait partie clairement du succès. Et il n'y a pas de succès sans échec. Le plus petit que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau de la gestion, que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit au niveau de mauvais départ, du projet. Mais échouer fait partie, moi en tout cas, ça fait partie de mon parcours. Eh bien, parfait. Tout au long de cette émission, on va revenir justement sur les difficultés que vous avez rencontrées, comment vous avez réussi à les surmonter. Eleanor, oui. Vous êtes experte comptable, commissaire aux comptes. Ça veut dire que vous rencontrez très souvent des femmes, des hommes qui créent des entreprises, qui réussissent, mais aussi qui échouent. Alors, est-ce que pour vous, l'échec fait partie du succès? Je vais nuancer le propos parce que on peut réussir après un échec, comme on peut réussir tout simplement lorsqu'on crée une société, quoi. C'est vrai aussi qu'en Afrique, l'échec, c'est un tabou. Et le fait que ce soit déjà un tabou, c'est déjà un problème. Et ce qui peut faire en sorte que même quelqu'un qui a raté quelque chose, a eu un échec dans sa vie, qui pourrait réussir plus tard, ne cherche même plus à investir, à se projeter, à se dire j'ai raté, donc c'est fini pour moi, je ne peux plus rien faire. Tout simplement. Donc pour moi, voilà. Alors Linda, vous avez créé votre empire. Je rappelle quand même que vous êtes assez jeune et vous êtes dans plusieurs secteurs d'activité. Quelle a été la plus grande difficulté? Est-ce que finalement, quand on nous vend le rêve qu'il faut investir en Afrique, c'est si facile que ça? Non, ce n'est pas si facile que ça, mais je pense qu'il faut être visible. Moi, je pense qu'il faut être focus, il faut être audacieuse, il faut se faire voir, parce que ça, ce n'est pas de l'audace, c'est du leadership. Il faut se célébrer, il faut connaître ses valeurs, il faut savoir où on va. Alors moi, je rentre au Cameroun, ma petite histoire, en 2013-2014. Je crée ma petite entreprise de transit avec 7 employés. Manque de structuration, manque d'expérience. Les ressources humaines en Afrique, c'est très compliqué. Ils viennent te demander du travail, mais à la fin de la journée, ils font pas ce qu'il y a à faire. Parce qu'ils ne sont pas formés? Ils ne sont pas formés. On a besoin de former les jeunes au Cameroun. Alors, ça ne se passe pas bien parce que, comme je citais, manque de structuration, ressources humaines. J'arrive dans un monde, dans un pays que je ne connais pas du tout. Après 6 mois, je décide de créer l'entreprise.
suis-je King Kong? Mais bon, je me dis, je suis née entrepreneur. Je le pense depuis que je suis toute petite. Et finalement, quelques temps après, problème de financement, j'ai des dettes parce que je n'étais pas accompagnée par les banques. Je n'ai pas d'historique. On est bien d'accord, je n'ai pas d'historique. Donc, j'ai commencé à prendre des crédits aux particuliers avec des taux d'intérêt élevés. Alors, ça n'a pas marché du tout entre tout ce que j'ai cité et le financement à la fin. J'ai dû déposer le bilan en 2020, 4 ans plus tard. J'ai déposé 6 ans plus tard, 2018. 2018, j'ai déposé le bilan parce que j'en pouvais plus du tout. Mais ça m'a permis d'être plus structurée, plus lucide et de revenir plus fort. C'était une entreprise de transit qui s'appelait Zanep. Zanep, c'est Zara Nouvelle Entreprise Plus, c'est le nom de ma fille. Ça me fait très mal de l'avoir fermée parce que je ne pouvais plus réouvrir une entreprise avec Zanep ou avec Zara. J'ai cherché le nom, mais je n'ai pas trouvé. J'ai créé Safari Logistique. Et laissez-moi vous dire que mon échec fait partie aujourd'hui de mon succès. Parce que Safari Logistique, 2 ans plus tard, a un agrément national, un agrément CEMAC, un agrément IATA. Safari Logistique avec son cabis en France en 2024. Donc pour moi, l'échec fait partie du succès, clairement, quoi. Donc, je dirais toujours à tous les jeunes, n'ayez pas peur. Il y a des doutes, il y a de la peur, mais n'ayez pas peur. Parce que tant qu'il y a l'espoir, tant que vous avez la foi en vous, vous pouvez recommencer. Mais c'est très intéressant ce que dit Linda, parce qu'en fait, elle parle clairement d'une première faillite avec toutes les difficultés que connaissent les créateurs d'entreprises. C'est-à-dire qu'il faut trouver des financements, il y a des taux d'intérêt élevés, les banques ne suivent pas souvent, parce que c'est aussi ça la difficulté. Éléonore, vous êtes mieux placée pour nous parler de ça. Vous êtes experte comptable. On vient vous voir quand on veut créer une structure. Quels sont les meilleurs conseils finalement qu'on peut avoir? Parce que c'est vrai qu'on va aussi évoquer peut-être la charge mentale, mais avant toute chose, comment est-ce qu'on peut prévoir ce type de difficultés? Déjà, quand on crée une société, surtout en Afrique, c'est vrai que c'est très, très compliqué. Je comprends bien ce que veut dire Linda, parce que les banques ne suivent pas. Les banques n'accompagnent pas les entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer dans ce type d'activité en Afrique ou au Cameroun en particulier. Et les taux d'intérêt aussi sont souvent très élevés, même quand ils donnent leur accord. Et puis on demande souvent des garanties aussi importantes. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aussi se retournent souvent vers les tontines. Voilà. Ils prennent des tontines et puis se lancent à des taux très élevés. Très élevés. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ça la problématique. Après, il y a aussi un côté que je dirais, on n'a pas appris la gestion aux gens au Cameroun. Parce qu'on pense que gérer une entreprise, c'est aussi simple, c'est aussi facile à faire. C'est pas du tout facile de gérer une entreprise. Et puis le fait, comme Linda disait aussi, qu'elle embauchait des gens dans la journée, se disait finalement, ils ne faisaient pas exactement ce qui était demandé, ce qu'il fallait. Pourtant, prendre parfois des gens très qualifiés, mais qui n'ont pas ce sens, cette responsabilité. C'est responsable professionnelle. Professionnelle, et de se dire, je travaille pour une entreprise. Et vraiment faire ce qu'on leur demande de faire. Il faut tout le temps être derrière eux. Derrière en fait, eux, dès qu'ils ont le travail, dès que tu leur donnes le travail, c'est terminé. Ils attendent le salaire à la fin du mois. Moi, je leur dis, essayez de mettre dans votre tête que l'entreprise dans laquelle vous travaillez vous appartient. Est-ce que ne serez-vous pas fiers demain de savoir que cet édifice qui était à un niveau, aujourd'hui sur 3 niveaux, dont on parle à la télé par exemple, qui est partout, que vous avez mis votre petite partition à la fin de la journée, et puis vous allez être formé si vous êtes concentré, si vous travaillez. Mais les ressources humaines en Afrique, c'est extrêmement difficile. Donc ça veut dire qu'on est face à une réalité, c'est-à-dire qu'il y a d'une part les financements, c'est très compliqué effectivement sur le continent africain, mais il y a aussi la formation, et puis peut-être aussi le management. Parce que finalement, quand on va recruter, on recrute aussi beaucoup dans sa famille. C'est une dimension dont il faut ce que j'ai fait au début, tenir compte. Ça, c'est la comme erreur. C'est la grosse erreur que les gens font très souvent. On peut embaucher la famille, mais je veux dire toujours, il faut rester dans un cadre très strict. C'est pas parce que c'est la famille qu'on doit rester. On doit être laxiste avec ses employés. On doit vraiment être plus sévère même qu'avec les autres personnes, quoi. C'est ça le plus important. Je pense que Éléonore dit. Moi, j'ai une histoire très simple. J'ai embauché une de mes petites cousines. Au bureau, on l'appelait le fer de lance. Le fer de lance parce qu'elle était très proche de moi. Donc, j'étais très, très dure avec elle parce que je voulais qu'elle soit meilleure. Je lui disais même à un moment, je veux que ce soit toi qui reprennes l'entreprise parce que je suis une mère d'enfant, mais je n'ai qu'une seule fille qui est aux États-Unis, qui était jeune. Je lui ai dit, je voudrais que tu reprennes l'entreprise. Mais du fait que je sois dure, que je sois stricte, que je sois ferme, pour elle, j'étais la méchante. Pour les autres, c'est qu'ils viennent, ils font pas ce qu'il faut. Dès qu'il y a un problème, il y a des réunions de famille. Donc, moi, définitivement, en 2025, j'ai dit, aucun membre de ma famille n'entrera plus dans mon entreprise. Et depuis, ça se porte super bien. Il n'y a pas de personnes qui boudent, il n'y a pas de réunion de famille, il n'y a pas de gens qui démissionnent.
Donc, Léonore a raison de dire que le problème, c'est nous aussi. C'est nous. les Et puis entrepreneurs. là, en plus, avec réunions de famille, il faut éviter et surtout refuser des réunions de famille qui concernent une entreprise. Est-ce on peut partir du principe que recruter finalement des membres de sa famille et quand ça se passe mal, ça fait aussi partie de ce qu'on peut appeler les échecs? Ah oui, Bien sûr, un c'est une gros erreur. échec, C'est un gros échec. C'est Moi, un gros c'était un échec. échec. C'était un gros échec pour moi. J'étais très mal. Je veux dire, on va dire que la petite, elle est partie. Moi, je l'ai plus, mais à la fin de la journée, c'était un gros échec parce que tu n'arrives pas à comprendre comment tu te dis que tu as quelqu'un dans ta famille et qu'ensemble, vous pouvez aller plus loin. Mais ça ramène d'autres problèmes. Bref, les problèmes de famille, moi, je conseillerais aux gens, évitons de mettre la famille dans nos entreprises. Et comme a dit Léonore, si vous décidez de prendre un membre de votre famille, soyez rigoureux, soyez strict et soyez ferme. La famille se gère après le bureau, à la maison, et le bureau ne se ramène pas à la maison. Ce qui se passe au bureau reste au bureau. Ce qui se passe à Safari ou à Mahaza reste à Safari. Alors, et sans réunion de famille. Et sans réunion de famille. Est-ce qu'on peut partir du principe qu'effectivement, on met dans le lot des échecs, finalement, donc la faillite, la méconnaissance du système entrepreneurial, la difficulté aussi du pays, parce que c'est vrai, quand on est dans la diaspora, on retourne dans le pays, il faut maîtriser l'écosystème. Il y a tout ceci, pour repartir sur ce qui peut conduire à des échecs, quand on fait un recul et qu'on est objectif. Éléonore. Moi, je dirais plutôt aussi, on a eu des parents, par exemple, qui ont été des entrepreneurs, dont on a vu comment ils ont dirigé leur activité, et puis, comme on dit toujours, on hérite ou on suit ce que les parents ont fait. Mais sauf qu'ils ont toujours fait une mauvaise gestion en Afrique, puisque ce que tu travailles dans ton entreprise, tu l'utilises sans regarder, sans te dire j'ai tel truc à acheter, je veux dire telle marchandise à acheter parce que tu le prends parce qu'il y a un problème de deuil, il y a un mariage, donc tu pioches dans la caisse et à la fin ça te crée d'énormes difficultés. Déjà même ici en France, par exemple, quand je conseille un client, je lui dis quand tu crées ton entreprise, ta première année, deuxième année ou troisième année, tu dois éviter de te servir dans la caisse, même simplement pour avoir un salaire, déjà pour solidifier ta trésorerie. C'est ça qui va te permettre de te booster plus tard. Et donc, il faut précisément, parce qu'il faut quand même nuancer le propos, de dire qu'en Afrique, non. Il y a certaines personnes qui savent gérer sans tenir compte justement de la contrainte familiale et tout ça, donc ça peut arriver. Mais effectivement, il est plutôt important finalement, quand on veut créer son entreprise, peut-être de commencer par se former. Déjà se former et puis savoir gérer son argent aussi. Parce que c'est très, Linda, très juste un mot sur la gestion de l'argent quand on vient de créer son entreprise. Gestion de l'argent, moi je dirais, quand on vient de créer une entreprise, comme tu as dit tout à l'heure, il faut se former, il faut la structurer. Moi j'ai échoué parce que je n'étais pas structurée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut le réseautage. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire seul, il faut faire avec de bonnes personnes. Les bonnes personnes partent des bons clients, d'un bon accompagnement, de bons comptables, une bonne entreprise d'audit qui va vous accompagner, de bonnes ressources humaines et pouvoir se dire que l'argent de l'entreprise, c'est l'argent de l'entreprise. L'argent de l'entreprise n'est pas l'argent du dirigeant. Et se dire, comme je dis à tous ceux qui viennent me voir après, parce que moi, je crée le chemin pour ouvrir la voie pour les autres, pas pour la fermer. Tous ceux qui viennent me voir après, quand tu crées une entreprise, les 3 premières années, tu as rarement un salaire. Et donc, et ça, je pense que voilà, on arrive au terme de cette première partie. On va continuer toujours sur le sujet, donc entreprendre. On a évoqué dans cette première partie les échecs, si on peut considérer que les échecs font partie du succès. Et là, effectivement, on est en train de passer à la partie pratique avec les conseils. On se retrouve juste après une petite minute de pause. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel. Le thème du jour, entreprendre en Afrique. La question maintenant pour cette deuxième partie est de savoir si entreprendre, c'est un défi ou le parcours du combattant. Et avant qu'on ne fasse une pause, justement, Linda, vous évoquiez le fait qu'il faut être complètement formé, il faut être structuré, il faut absolument prendre en compte le fait que les ressources humaines aussi vont être importantes. Éléonore, vous êtes, vous, sur le terrain, en France, vous conseillez des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire à des personnes qui veulent se lancer dans l'aventure ou qui ont déjà créé mais qui sont en difficulté? Est-ce qu'on peut quand même se former, même si on a déjà créé sa société? Déjà, même quand on a créé sa société, on se forme tout le temps. Linda peut le dire, hein. On est formation au quotidien. C'est formation au quotidien. Et puis quand on a une activité, s'il y a des congrès, s'il y a des salons, il faut y aller. Parce que c'est là aussi qu'on apprend de nouveautés, de nouvelles choses, de nouvelles lois. Il y a plein de choses qui se passent et une entreprise n'est pas juste statique. C'est quelque chose qui bouge. Il faut bouger avec son temps et c'est comme ça qu'on arrive à croître, à s'agrandir et à vraiment s'imposer. Alors, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, il y a énormément de réussites qui sont vantées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de commencer cette émission en parlant d'abord des échecs. Est-ce qu'il n'y a pas des petits secrets finalement? Parce que ça fait quand même rêver. Quand on voit le parcours de Linda, on se dit, elle a réussi. Vous avez réussi à investir dans plusieurs secteurs. Le transit, vous êtes une des seules femmes. Et puis là, vous êtes sur le design d'intérieur. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelques petits secrets? Secret, moi je dirais non. Je pense que le seul secret, c'est de comme je dis, c'est de rester focus. C'est de se former, c'est de se structurer, honnêtement. Parce que si tu as une bonne structuration, si tu es bien formé, je me répète comme tu dis tout à l'heure, tu as de bonnes ressources humaines, il n'y a pas de raison que tu échoues. Mais l'échec, tu ne peux pas le savoir. Moi, je rentre au Cameroun, je reviens encore. Mon deuxième échec, c'est mon institut de bien-être, Mahaza Beauty. Je rentre avec le modèle américain, institut de bien-être pour enfants. Je me dis, je déporte l'Amérique, le Cameroun. Mais la clientèle locale n'est pas prête. Elle n'est pas prête à investir ce genre de budget pour le bien-être des enfants. Mais moi, j'ai mis beaucoup d'argent dans le bâtiment. J'ai beaucoup investi pour créer cet institut. Mais ça n'a pas marché parce que le marché n'était pas prêt. La clientèle locale n'était pas prête. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Je n'arrivais pas à payer mes salaires. Je n'arrivais pas à payer mes charges. J'étais surendettée. Donc, le petit secret, c'est le chemin, en fait. C'est le chemin qui fait le petit secret. Mais il faut quand même oser, parce que finalement, cette expérience a été quand même... Bien sûr, j'étais surendettée. Et après, tout le monde, quand je dis tout le monde, même ma propre mère m'a dit, Linda, tu vas avoir des problèmes, tu vas te retrouver en prison, il faut que tu fermes. Je lui ai dit, je ne veux pas choisir l'échec, je veux choisir le recommencement. Je vais réajuster. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert aux adultes. C'était encore un financement qu'il me fallait. Il fallait trouver des gens qui m'aident. J'ai ouvert aux adultes. J'ai repensé l'offre. J'ai restructuré. Mais aujourd'hui, les gens ne vont pas voir ça. Si ma mère me dit, Linda, fais attention, tu peux te retrouver en prison parce que j'avais des dettes. Mais après, j'ai la foi. Je croyais en moi. Je croyais au Seigneur. J'avais de l'espoir. Je me disais, j'ai un avenir. Je me disais, je suis rentrée au Cameroun pour tirer les autres. Je suis rentrée pour ouvrir la voie. Qu'est-ce que je fais? Je ferme, je pivote, je restructure. Aujourd'hui, j'ai 5 instituts de bien-être au Cameroun. C'est parmi l'un des 2 meilleurs au Cameroun, des 5 au Cameroun, après 2016 où tout le monde me demandait de fermer. J'en ai 5, 3 à Douala et 2 à Yaoundé. Ça fait qu'il n'y a pas de petit secret. Le petit secret pour moi, c'est le chemin. Je ne sais pas si l'Union peut dire autre chose. C'est le chemin que tu parcours. Et dans ton chemin, il faut aussi parler. Il faut poser des questions. Il faut se renseigner. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, il faut aller dans des congrès. Moi, j'envoie mes employés en Turquie. Quand je le fais, on me dit, mais t'as peur qu'ils vont caler? Ils vont pas caler. Je lui dis non, remets tout ça entre les mains de Dieu. Je leur parle, je leur forme, je leur donne des conseils en réunion, qu'écoutez, vous partez pour vous former, si vous allez caler, c'est vous qui n'avez rien compris. Je suis venue en France, en Beau à Paris en 2025, avec 3 de mes collaborateurs à qui ils ont obtenu le visa. On a fait un Beau à Paris, ils ont fait 3 semaines en mission. Jeune comme je suis, les gens n'ont rien compris, mais comment elle fait pour... J'ai dit, mais il faut qu'ils viennent se former. Parce que finalement, c'est important d'investir dans ses employés, bien finalement, sûr. Dans leur formation. Bien sûr. Mais alors, c'est parce que Madame Tchatchoua a raconté son histoire sur, par exemple, l'établissement de beauté, comment elle a commencé, le marché qui n'était pas prêt. Éléonore, vous aussi, vous avez une expérience professionnelle qui est assez intéressante. Vous avez vous-même, aujourd'hui, vous êtes propriétaire de votre propre cabinet d'expertise comptable, mais vous êtes arrivé en remplacement.
Et je voudrais justement qu'on revienne sur cette petite parenthèse parce que dans vos parcours respectifs, quand même, il y a aussi des histoires incroyables. C'est vrai que déjà, quand j'entends Linda, et je voulais juste dire à Linda, déjà, avoir confiance en soi et puis savoir ce qu'on veut, je pense que c'est déjà moteur parce qu'on sait quel est l'objectif qu'on veut atteindre. Là, tout à l'heure, tu me disais mon parcours à moi. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes aujourd'hui. Quand je suis arrivée après le bac du Cameroun, c'était en 1993, et puis mon papa, il a eu des difficultés avec le groupe Bolloré. Et malgré tout, il m'avait déjà inculqué le travail d'être responsable et de prendre soin de moi-même. Donc, ça m'a permis de me battre ici déjà en France et de faire des petits boulots pour pouvoir m'en sortir. Et en tant qu'étudiante. En tant qu'étudiante. Pour gagner l'autonomie financière. Exactement, et continuer mes études. J'ai eu mon examen en ayant 2 enfants étant candidate libre. J'ai intégré une entreprise, après je suis partie parce que je savais que je voulais être expert comptable. Et là, j'ai pu intégrer un cabinet comptable juste pour un remplacement de congé maternité pendant 4 mois. Et après la période de 4 mois, mon patron m'a dit, Eleanor, j'ai pas de poste, j'ai pas de portefeuille pour toi, mais franchement, je vais te garder et je vais te créer un portefeuille. C'est comme ça que j'ai cheminé avec cet expert comptable-là. Et en 2010... j'ai obtenu mon diplôme d'expert comptable et en 2012, j'ai racheté son cabinet comptable et voilà. Donc c'est comme une réussite, mais c'est quand même incroyable parce que voilà, vous avez des parcours qui finalement font quand même rêver plus d'une personne. C'est-à-dire que derrière ces réussites, il y a aussi beaucoup de travail quand même. Beaucoup. Oui, beaucoup. Mais beaucoup, les gens doivent comprendre que on peut rêver pour grand et y arriver, mais on ne rêve pas grand en se disant que ça va venir tout seul. Tout seul, ouais. Derrière tout ce travail, il y a les coulisses. Les coulisses, c'est de dont on a parlé. Eleanor a dit, elle a eu ses 2 enfants à ce moment-là. Il n'arrivait même pas, il a eu à dire qu'il n'allait pas la garder. Aujourd'hui, elle a racheté son entreprise. Ouais, le cabinet de son ancien patron. C'est-à-dire qu'elle a tenu, elle avait confiance en soi. Je dis toujours que la confiance en soi découle de la confiance de soi. Donc, alors, du coup... Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que toutes les deux, donc vous savez ce que c'est les difficultés au niveau de la charge mentale. Parce que ce qu'on montre moins, il y a quand même un entrepreneur qui racontait que lui, et c'est d'ailleurs ce que vous avez dit avec précision, c'est-à-dire que vous deviez payer les salaires tous les mois, c'est vous qui avez des insomnies. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette charge mentale quand on a toute cette pression? Et puis finalement, l'échec dans nos sociétés n'est pas si accepté que ça. Comment on fait pour gérer sa charge mentale? Vous vous accrochez à quoi? Parce que c'est bien de dire la confiance en soi, mais bon... Qu'est-ce qui vous motive le matin, Eleanor? Mais moi, je dirais que la charge mentale, quand on est déjà dirigeant, devenir dirigeant, c'est déjà avoir cette charge mentale. Ça, c'est sûr. C'est de se dire, il y aura les salaires à payer à la fin du mois, il y aura les charges à payer et tout. Mais après, c'est comment on s'organise et comment on gère ses ressources, quoi. Je veux dire, tout ce qu'on a comme rentrée d'argent et tout ce qu'on a comme charge à payer. Et surtout, ne pas... Moi, c'est ma force. Il y a un côté qui est vraiment, je dirais que c'est ma force, c'est de me dire, je ne tiens pas compte de ce que les gens pensent de moi négatif. Je sais qui je suis. Ça, c'est une chose qui est certaine. Et comme je sais qui je suis et ce que je veux faire, même si j'ai un échec et que les gens sont en train de parler, de dire, bah oui, celle-là, elle ne va pas réussir, je m'en fous parce que je sais ce que je veux et où est-ce que je veux arriver et ce que je veux faire. Donc, rien qu'avec ça, déjà, pour moi, c'est déjà une force. Voilà, tout simplement. Alors, une force importante, finalement, la force aussi réside dans la maîtrise des lois administratives, ce qui est quand même important, parce que quand on veut se lancer dans un domaine, vous avez choisi la beauté, vous avez choisi le transit, il y a certainement des lois. Et puis vous l'avez rappelé, votre entreprise a bénéficié de l'agrément. Je suppose que la concurrence ne le sait peut-être pas, donc il faut aussi maîtriser, finalement... Non, mais moi, comme j'ai dit, non, mais ma première entreprise, j'avais pas d'agrément, parce que j'étais pas solide, j'étais pas forte, j'étais jeune, je manquais de structuration, j'avais même peur, j'avais mes doutes. Mais quand j'ai déposé le bilan en 2018-2020, ça m'a fait mal. J'ai dit, maman, Linda, tu es rentrée des États-Unis et tu as déposé le bilan. Et je me suis dit, tu dois ressortir de là beaucoup plus forte. Et tu dois créer une entreprise parce que je sous-traitais les agréments des gens pour travailler. Ouais, c'est ce que j'aime. Parce que je faisais au départ, je sous-traitais les agréments. Ce qui était une erreur, mais... Pas une erreur. Mais ce qui se faisait déjà. Parce que pour avoir l'agrément, il faut aussi faire un bon dépôt. Hein. Oui. Il y a une caution qu'il faut faire. Donc, je me suis dit, je vais me battre. Je vais avoir mon agrément. Et j'ai eu mon agrément, comme je disais tout à l'heure, national, CEMAC, IATA, et aujourd'hui même j'ai mon cabis en France. Alors tout à l'heure j'ai envie de dire un truc. Quand le plus dur pour moi au Cameroun n'a pas été les résultats par le succès, ça a été d'être accepté en tant que légitime.
Les femmes. Des femmes. Parce que déjà, moi, je suis au début, la première entreprise année, je suis dans un domaine masculin. Absolument. Le transit, la logistique. C'est un domaine où la jeune femme dérange l'ordre établi. Complètement l'ordre établi. On ne m'a pas attendu, je suis arrivée. Et tout ça m'a permis de me dire quand je suis tombée que seulement pour ça, je dois me relever. Et je me suis dit, pour faire ça, il faudrait que je restructure et que je pense beaucoup plus fort. Je me suis dit, je veux transformer mon plafond de verre en levier pour celles qui viendront après moi. Et pour le faire, quels étaient mes leviers donc pour ne pas avoir peur, pour ne pas rejeter? C'était la rigueur, la persévérance et surtout l'indifférence, comme l'a dit Léonore, face au regard des autres. Parce que ma porte, on ne me l'a pas ouverte. Je l'ai construite. Définitivement, je l'ai construite en la structurant par le réseau et la posture, parce que j'ai dit, je n'attends plus qu'on me valide. Je m'impose. J'ai dit aux gens, c'est pas de l'audace, c'est du leadership. Tout ça. Mais c'est le parallèle aussi à faire, parce que dans un domaine dominé justement peut-être par les hommes, on voit beaucoup plus des hommes experts comptables. Bien sûr. On voit rarement des femmes qui ont leur cabinet d'expertise comptable, commissaire aux comptes, président d'un parti politique en France en tant que diaspora. Comment on fait pour briser justement les plafonds de verre quand on est une femme camerounaise dans ce milieu? Je vais en profiter déjà pour remercier et dire vraiment grand merci à mon papa, parce que c'est lui qui m'a donné une éducation de liberté, de démocratie, de revendiquer sa place, de dire si de s'assumer, voilà, vraiment de revendiquer sa place, quoi. Et ça fait que c'est vrai que j'ai porté cette casquette de commissaire aux comptes, expert comptable, et que même ici en France, des gens trouvent très peu de femmes experts comptables, parce que c'est pas évident. Déjà, c'est un diplôme, il faut passer 8 ans. Assez redoutable. Assez redoutable, exactement. On a des gens qui passent l'examen même à 50 ans. Ça, on le voit pendant l'examen. Mais c'est vrai que quand on a le diplôme, on est respecté et il faut vraiment aimer ce métier-là pour pouvoir faire ce métier-là. Et comme on le dit souvent aussi, l'expert comptable, c'est le médecin d'un dirigeant et on accompagne les chefs d'entreprise comme ça. Le parti politique, c'est venu aussi après. J'ai été aussi maire adjointe en charge des finances dans une ville à Triel-sur-Seine. Et la politique, bon, je dirais encore merci à mon papa. Il a été conseiller municipal pendant plus de 25 ans à Yaoundé. Il n'a jamais voulu aller plus loin. Et on parlait énormément politique à la maison. Et puis la politique, je pense que grâce à la politique aussi, ça permet d'être là pour les lois, par exemple, quand on vote les lois, de décider... D'être vraiment active dans la société. Dans la société, de sortir des lois qui vont permettre de faire bouger les choses. Et je trouve que les femmes, nous ne sommes pas vraiment très présents. Et ça, c'est aussi un handicap parce que quand on regarde même dans une famille, c'est la femme qui tient un foyer. On parle de l'homme, mais c'est la femme derrière qui arrive à tenir vraiment aussi ce foyer. Et si on avait les femmes politiques un peu partout, je suis sûre qu'il y aurait la paix dans le monde. Et ben voilà, donc ça permet de marquer une deuxième pause pour la troisième partie. On parlera justement un peu plus des femmes et puis comment est-ce que ça se transmet, comment ça encourage entre femmes dans le secteur de l'entrepreneuriat. Vous êtes sur NCA et vous regardez Sans Tabou tout de suite après la pause. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.
Dernière partie, mesdames, messieurs, de Sans Tabou. Aujourd'hui, on a choisi de parler de l'entrepreneuriat. Pour cela, je reçois 2 femmes qui ont entrepris chacune dans des domaines différents. Après avoir évoqué les échecs, mais également comment est-ce que ces échecs ont permis de se reconstruire, mesdames, j'ai envie de vous demander maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour transmettre à la jeunesse? Comment on s'encourage entre nous? Justement, avant vous, il y a eu vos mamans, j'ai envie de dire, vos grands-parents, il y a eu d'autres personnes. Vous, aujourd'hui, est-ce que déjà, vous vous considérez comme des rôles modèles? Moi, mon rôle, mon devoir n'est pas d'être apprécié. Mon rôle, pour moi, c'est d'être accessible. Donc, je dois être accessible à toutes les jeunes femmes qui ont besoin d'écouter, d'avoir une voix. Je dois porter la voix pour tout le monde. Et je dois faire ce que je fais de mieux, c'est d'impacter la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine, la jeunesse internationale, en leur faisant comprendre que ce n'est pas facile, mais c'est faisable. De dire aux femmes, faites-vous voir, soyez visibles. Si une porte est fermée, ne vous dites pas que la porte est fermée. Excusez-moi, je vais dire ça. La seule porte qui se ferme définitivement, c'est la porte du cercueil. Donc, si la porte est fermée, vous prenez la fenêtre. Et transmettre, pour moi, ça n'aura que de sens si à la fin de mon parcours, je réalise que tout ce que j'ai fait, entre mes échecs, mes réussites, mes passages à la télé, mes passages dans les conférences, ont porté plus d'une femme ensemble. Et c'est pour ça que je dis toujours, la sororité est importante. Je dis aux femmes, nous pouvons briller ensemble. Ma lumière ne devrait pas éteindre la tienne. Parce que si je tiens ma lumière et que je prends ma lampe et que je t'illumine avec, elle nous éclaire toutes les deux. Donc, n'ayons pas peur de tenir la main à d'autres femmes et de prier ensemble. Soutenons-nous. C'est pour ça que je dis aux femmes, ensemble, on va très loin. Seul, on va vite. Mais si toutes les femmes qui sont un peu plus avancées en âge, en expérience dans les activités professionnelles, même familiales, peuvent être écoutées, entendues par la génération qui vient avant, le but pour moi, ce n'est pas d'avancer et de fermer la porte. C'est de laisser la porte ouverte pour ceux qui viendront après moi. Donc moi, c'est ma façon à moi de transmettre et transmettre, voilà, et de parler surtout aux femmes. Éléonore, justement, on peut transformer ce mythe de la réussite en possibilité si on transmet. Comment est-ce que vous, je rappelle que vous êtes quand même aussi femme politique, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour donner envie à cette jeune génération qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui hésite? Déjà, c'est d'avoir des modèles. Quand les jeunes ont des modèles, ils se lancent automatiquement. Et aujourd'hui, côté féminin, on a très peu de modèles dont les filles ne se voient pas généralement en train d'avoir une entreprise, une société, puisqu'elles elles courent toujours pour se marier d'abord. C'est d'abord le mariage. On dirait que le mariage, c'est... On a une fin en soi. Voilà. C'est la société qui a été créée. Mais non, et il faut être indépendante. Grâce à l'indépendance, ça permet aussi d'accompagner son mari, d'accompagner son conjoint, je veux dire, dans les dépenses de la maison et d'être aussi vraiment indépendante, de ne plus attendre de son mari et d'avancer dans sa propre vie. Et c'est comme ça que même les filles naissant dans ces foyers-là vont comprendre que leur indépendance, et beaucoup de parents le disent maintenant à leurs enfants, disent à leurs filles, il faut être indépendant demain, parce qu'eux-mêmes, ils voient ce qui s'est passé avant et ce qui se continue à se faire aujourd'hui. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on est des Africains, enfin on est des Africaines, le statut social, celui qui est quand même le plus valorisé, c'est quand même être la femme de quelqu'un. Non, c'était avant. Et c'est moins. Je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas confronté à cela. C'est-à-dire que quand là, dans cette émission, on se parle sans langue de bois, oui. mesdames. Donc, faut pas. On se regarde moi, les yeux dans les yeux. Moi, je suis pas. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne vous demande pas, c'est plus important de dire je suis Madame telle pour réussir? Non, moi. Ça, c'était avant. Linda, moi, je ne suis pas mariée, ok, et je pense que j'ai une belle réussite. Je suis le rôle modèle de beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, au-delà du mariage, moi, je dis, il faut avoir un bon mariage. Un bon mariage avec un bon mari, c'est un équilibre dans le foyer. Et une femme qui est mariée et qui a un business, une entreprise, qui est même salariée, elle est plus impactante qu'une femme au foyer. Et je dirais à tous les jeunes d'aujourd'hui, tout le monde, même comme vous dites, est-ce que ce n'est pas vu autrement? On appelle ça la santé mentale, pardon. Beaucoup de femmes dans les foyers souffrent. Mais attention, parce que justement, il faut quand même qu'on nuance les propos. Il y a des femmes au foyer qui font ce choix et qui... Mais j'ai bien dit ça. J'ai bien dit, il y a des femmes qui sont des foyers qui se passent super bien. Qui s'en sortent bien. Donc, ça se passe bien, super bien. Il n'y a pas de problème. Elles ne travaillent même pas, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis à une femme,
Alors, je vais donner un exemple simple. Tu te maries avec un homme qui a beaucoup d'argent, par exemple, et tu es une femme au foyer, ou un homme qui est stable, qui est middle, une femme au foyer. Si quelque chose lui arrive, on ne parle pas seulement d'argent. Si tu n'as pas d'expérience et qu'il part à 50 ans, comme on ne dit pas de langue de bois, il peut partir à 50 ans, il peut décéder, il peut divorcer, il peut avoir beaucoup d'autres problèmes. Qu'est-ce que tu fais? Tu te relèves comment? Tu n'as jamais travaillé, tu n'as pas d'expérience, il a peut-être laissé beaucoup d'argent, tu gères comment? Même l'entreprise qu'il a là, est-ce que tu sais comment tu vas tenir cette entreprise pour qu'elle avance? Si on te laisse gérer. Si on te laisse gérer, parce qu'on va te dire, voilà, on va te dire donc finalement, non, ça ne compte pas d'être Madame telle. Le statut social ne compte pas. Moi, je suis mariée. J'ai un mari qui a aussi un caractère très, très affirmé. Et on a trouvé chacun notre juste milieu, quoi. Je vais dire, j'ai cette liberté de faire mes activités. Je l'ai aussi imposé et il a son activité et on arrive à avancer. Et puis voilà, je suis indépendante financièrement. Là, c'est l'exemple qu'il faut. Si je veux aider mes parents, et déjà, comme ma cousine dit... Eleanor, ton père, ta mère, c'est ton combat. Voilà. Donc, tout est clair. Donc, en fait, voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut finalement dire à ces jeunes filles qui regardent, c'est de dire qu'il n'y a pas spécialement besoin de se dire qu'il faut se retrouver dans un foyer. Il faut réussir par soi-même. Non. Le foyer, c'est un équilibre. Parce que la santé mentale, il faut avoir son foyer, ses enfants. Mais si tu ne l'as pas, ce n'est pas la fin du monde. Mais la première des choses... En fait, moi, ma fille, je lui dis, tu dois avancer en t'imposant. Si je suis passée dans tout ce que je suis en train de faire, c'est pour que tu brilles, c'est pour que tu t'imposes, c'est pour que tu aies une voix dans la société, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprendras. Tu dois avoir une voix qu'on écoute. Ton mari doit pouvoir avoir une discussion avec toi équitable, il doit pouvoir t'écouter et tu dois pouvoir l'écouter. Lui donner sa place d'homme en l'écoutant. Mais tu dois avoir tes activités. Alors si aujourd'hui, ma fille vient me dire, maman, tu as un choix, est-ce que je me marie ou est-ce que je travaille? Je lui dis, moi quand tu sors de l'école, la première des choses que je veux que tu fasses, c'est que tu aies ton travail. Ensuite, avec ton travail, que tu aies ton mari et ensuite tes enfants. C'est ça, pour moi, le bon chemin. Mais après, ça peut aller dans très bien. Donc, l'importance, effectivement, de consolider aussi sur le plan personnel. Un petit mot quand même aussi, parce que là, on est justement dans la partie stratégique conseil. Il y a des femmes qui ne bénéficient pas, vous l'avez dit tout à l'heure, de visibilité, qui ne voient pas la nécessité de communiquer. Quel conseil vous lui donnerez, par exemple, vous leur donnerez à ces femmes-là? Mais tout dépend de l'activité et de comment chacun est aussi, quoi. Je veux dire, communiquer, c'est pas tout le monde qui a envie de communiquer, c'est pas tout le monde qui s'exprime, c'est aussi le tempérament. Alors que, je veux dire, quand on est dans une activité, si on est dans un foyer, le foyer est stable, où on a un compagnon ou un mari qui nous accompagne, c'est aussi plus simple, puisque là, on bénéficie des conseils de son conjoint, et on arrive à travailler, parce que la santé mentale, aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale, ce qui était vraiment tabou aussi avant, est très, très important, surtout quand on a une activité et qu'on est dirigeant dans l'entreprise. Le simple exemple, tous les hommes avant, ce sont les hommes qui étaient des dirigeants d'entreprise. La femme était au foyer, accompagnait son mari, s'occupait. On ne comprenait pas cette importance-là. La femme aujourd'hui qui prend ce poste-là a besoin aussi que son conjoint soit présent pour elle, parce qu'on a cette même charge mentale. Et les maris ne comprennent pas, les hommes ne comprennent pas souvent ça. Et pourtant, c'est la même charge mentale. On a besoin de ça pour avancer tout simplement. C'est vraiment la même charge mentale. C'est vraiment, moi je dis, femme, homme, même dans les banques. Une femme va arriver, on va trouver que son projet est léger, on va avoir peur, alors que ce sont les femmes qui remboursent plus vite, qui sont plus consciencieuses, qui sont plus structurées. Et les jeunes filles, comme tu me demandes, tu posais la question tout à l'heure, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles par rapport à être visibles? Moi, je dis, ça dépend du business que tu fais. Il y a des business où c'est obligatoire que tu sois visible. Si tu ne veux pas être visible, ton business doit être visible. Si tu ne veux pas que ta personne soit visible. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas être sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas leur tempérament. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Pour réussir, la réussite des entreprises aussi passe par la visibilité. Je faisais une réunion vite fait avec un de mes collaborateurs de Paris, où il me disait, madame, il faudrait qu'on fasse des flyers, on aille à l'aéroport et qu'on partage à tous ceux qui sortent de l'avion pour pouvoir leur faire comprendre qu'on fait le transport aérien et X ou Y. Alors, quand je retourne discuter avec quelques copines, elles me disent, Linda, ma mère a 75 ans, elle est sur TikTok. Ma mère a 70 ans, elle est sur Instagram. Dans le papier, on va le jeter. On essaye de ne plus avoir les papiers. Dans les réseaux sociaux, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, comment moi j'avance
dans ma part, il y a au moins 50% de réseaux sociaux. Et Donc ça marche. les réseaux sociaux sont une part importante aujourd'hui pour réussir en tant que chef d'entreprise, finalement. Oui, Donner ça de la fait partie de la visibilité. ça fait partie de la Et ce sont communication. voilà, community, comment on dit, cette communauté-là, il faut pouvoir vraiment aussi l'utiliser et savoir, voilà. Ta cible. Ta cible, il faut Ta cible, connaître c'est sa quoi? cible aussi, parce que c'est pas. Utiliser les réseaux sociaux, c'est bien, c'est pas bien, quoi. Voilà. Oui, c'est un couteau à double tranchant. On va dire. Alors, on arrive presque au terme de cette émission. On l'a évoqué assez vaguement. Est-ce que c'est possible de réussir son projet quand on n'a pas de financement? Et là, je vais commencer par Eleanor. Bien sûr. Si je viens vous voir, il y a des personnes qui viennent vous voir et qui vous disent, voilà, moi je veux lancer un business comme par exemple à l'image de Madame Tchatchoua, je veux bâtir un empire, mais j'ai 0 francs. C'est possible. Moi, j'avais 0 francs. Voilà, franchement, c'est possible. Je connais l'histoire d'un Marocain qui avait 200 € en poche et qui a créé la pâte à tartiner qu'on avait refusée à vendre même dans les grandes structures ici. Il est parti, je crois, en Turquie. Il a négocié avec des producteurs dans une campagne. C'était vraiment la tchat, quoi. Il a eu la chance d'avoir la confiance des producteurs. Il est venu en France, il a pu vendre ses produits et maintenant il est référencé dans les grandes surfaces, quoi. Et puis, tout dépend aussi du métier. Parfois, c'est juste son intellect qui permet d'avoir une activité et de pouvoir se lancer. Et de chez soi, on peut commencer son activité. On n'est pas obligé d'avoir des bureaux. On n'est pas obligé d'avoir une voiture. On se sacrifie. Il y a des choses qu'on ne ferait plus si on veut lancer son activité. Ce que beaucoup ne font pas. Il y a des gens qui vont commencer à dépenser alors que C'est pas forcément nécessaire. c'est pas nécessaire, voilà, juste pour montrer que je suis dirigeant et que je fais quelque chose. Non, c'est pas ça le but. Même sans argent, on arrive, quoi. Alors, on arrive au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire là pour conclure finalement quel message vous voulez porter à ces femmes qui ou traversent des échecs en ce moment et ou ces femmes qui rêvent de réussir? Linda, quel message vous voulez porter? Moi, je dirais, il y aura toujours le doute, il y aura toujours la peur. L'entrepreneuriat, ce n'est pas linéaire, rien n'est parfait. Il faut commencer quelque part, il faut avoir confiance en soi, il faut croire en soi, il faut être visible, il faut être audacieuse, il faut être focus et il faut être indifférente au regard des autres. Il faut être seulement différent au regard de ceux que vous savez au fond de vous qui sont là pour vous élever. Parce que ça peut être crucial d'avoir une équipe qui est là pour te tirer vers le bas et une équipe qui est là pour te tirer vers le haut. Donc, à toutes les jeunes filles, femmes, ce n'est pas facile. Il faut essayer, il faut oser, il faut prendre le train en marche. Et ça va aller. Un petit mot pour clôturer cette émission, Eleanor? Oui, donc on disait pour les femmes, voilà, encourager les femmes, il faut qu'elles croient en elles pour pouvoir se lancer. Et puis, rien que ça, c'est déjà énorme et elles y arriveront. Tout simplement. Vraiment croire en soi et le reste... Message d'espoir, il faut croire en soi. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Entreprendre en Afrique aussi, c'est naviguer entre incertitudes, défis, mais aussi opportunités. Peut-être que la vraie force, c'est justement la capacité à se relever. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir partagé avec nous vos expériences respectives sur NCA. C'était l'émission Sans Tabou. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Rendez-vous pour un prochain numéro.